Alors ce soir, nous avons le plaisir d'écouter Nathalie Henich, qui est sociologue émérite au CNRS, membre du Centre de recherche sur les arts du langage à l'EHESS à Paris, sur le thème Pierre Bourdieu, son œuvre, son héritage ambigu. Alors, euh, c'est la première fois que nous avons un conférencier, en l'occurrence une conférencière sociologue, et la sociologie, vous savez, a eu l'ambition de résumer l'ensemble des sciences de la culture. Ça, c'était il y a un siècle, mais c'est toujours une discipline clé pour les sciences sociales. Et comme notre raison sociale, c'est l'épistémologie des sciences de la culture, eh bien, ça tombe à merveille. Alors, pourquoi Bourdieu? Eh bien, c'est le titre d'un ouvrage de Nathalie Hennig qui est publié chez Gallimard en 2007. Et donc, c'est là qu'elle essayait de comprendre les raisons du succès phénoménal de Bourdieu, qui en effet était l'auteur de sciences sociales le plus cité dans le monde. Bourdieu était devenu une star intellectuelle à l'échelle internationale. Et Nathalie Henich a mobilisé pour cela des données issues à la fois de sa personnalité. Elle le connaît bien puisqu'elle a dirigé, c'est lui qui a dirigé sa thèse, par exemple, euh, et de son œuvre, ainsi que du contexte dans lequel cette œuvre s'inscrivait. Et Nathalie Henich faisait également état de sa propre ambivalence face à un bilan qui est à la fois positif par les remarquables avancées offertes aux sciences sociales et négatif face à plusieurs points aveugles, contradictions non assumées ou effets rhétoriques. C'est ainsi qu'elle présente cet ouvrage. Et ces effets rhétoriques, elle en a pointé certains dans un ouvrage ultérieur en 2009, Le bêtisier du sociologue. Euh, et c'était il y a presque 20 ans, en effet. Et depuis, cette dimension négative, selon elle, n'a cessé de s'affirmer dans son héritage, avec des disciples nourris à l'académo-militantisme. Alors, académo-militantisme est un terme que Nathalie Henich a inventé, sans doute, et en tout cas popularisé. C'est le mélange des genres entre la recherche et l'activité militante. Euh, et aujourd'hui, au wokisme, on va mettre ça entre guillemets, qui réduisent la sociologie à un mantra caricatural, dit-elle, dans lequel le Bourdieu des débuts aurait sans doute eu du mal à se reconnaître. Alors, euh, d'autres éléments généraux de bibliographie. Nathalie Henich a publié une quarantaine d'ouvrages traduits en une quinzaine de langues et qui portent sur trois thèmes principaux: le statut de l'artiste et de l'auteur, dans des ouvrages comme La gloire de Van Gogh, du le triple jeu de l'art contemporain, être écrivain, l'élite artiste, de l'artification. L'artification, c'est sans doute la transformation d'un objet quelconque en œuvre d'art. Le paradigme de l'art contemporain également, ça c'est le premier thème. Un second thème, c'est celui des identités en crise, notamment d'ailleurs pour ce qui concerne le féminisme. Et donc ces ouvrages, les ouvrages à citer, notamment État de femme au pluriel, L'épreuve de la grandeur, Mère-fille avec un trait d'union, Les ambivalences de l'émancipation féminine, et enfin, Ce que n'est pas l'identité.
Ensuite, il y a l'histoire de la sociologie. Faut mentionner des ouvrages comme La sociologie de Norbert Elias, Ce que l'art fait à la sociologie, La sociologie de l'art, Pourquoi Bourdieu, Le bêtisier du sociologue, Dans la pensée de Norbert Elias, La sociologie à l'épreuve de l'art, Le cadre analyse d'Erwin Goffman, et enfin, dernier thème, les valeurs dans des ouvrages comme La fabrique du patrimoine, De la visibilité, des valeurs, qui est paru dans la Bibliothèque des sciences sociales chez Gallimard, et puis La valeur des personnes et Notre-Dame des valeurs. Elle a publié par ailleurs plusieurs textes d'intervention, comme par exemple un opuscule dans la collection Tracts de Gallimard, Ce que le militantisme fait à la recherche. Et dernièrement, Penser contre son camp. Ce camp est celui d'une gauche universaliste et républicaine pour lequel elle a pris parti à cette occasion. Voilà, j'ai plaisir à lui céder la parole. Et donc, il est recommandé de couper son micro, et rendez-vous donc pour la discussion. Merci beaucoup François pour cette invitation. Je vais donc faire un petit tour d'horizon de ce que je considère comme étant les éléments les plus saillants dans la pensée de Bourdieu. Je vais commencer par les apports, je vais ensuite lister quelques points faibles, essayer de comprendre les raisons du succès et terminer par les influences actuelles. Alors, j'espère bien qu'il y aura une discussion ensuite. Donc je commence par les apports, hein, puisque le Pourquoi Bourdieu, ce livre que j'avais publié en 2007 à la demande de Pierre Nora qui me l'avait commandé, je l'avais pensé comme étant un livre d'ambivalence, c'est-à-dire que c'est ni pour ni contre Bourdieu, c'est une tentative pour comprendre les raisons du succès de sa pensée, comme je l'avais fait avec mon premier livre, La gloire de Van Gogh. Et donc, il n'y a pas c'est pas un procès ni pour ni contre, c'est une mise à plat des éléments positifs et des éléments négatifs. Alors, dans les apports, donc, les éléments qui me paraissent absolument positifs dans sa pensée, je vais commencer, parce que c'est un thème qui me tient à cœur, par les méthodes. Là, je vais m'appuyer surtout sur un ouvrage collectif qu'il a dirigé en 1973 qui s'intitule Le métier de sociologue. Bourdieu a toujours énormément insisté sur la nécessité du travail empirique, l'enquête, l'intérêt pour la réalité concrète, l'usage de méthodes d'investigation qui peuvent être soit ethnographiques, soit statistiques. Et c'est ce à quoi Bourdieu s'est astreint assez systématiquement, en tout cas jusqu'à ses méditations pascaliennes à la fin de sa vie. Et c'est un élément que n'ont, à mon avis, pas compris tous ceux qui voient en lui un philosophe, un producteur de concepts. Pour moi, c'est avant tout quelqu'un qui s'est appuyé, enfin, qui a décidé que la sociologie devait s'appuyer sur de l'enquête, et c'est pour moi vraiment quelque chose d'absolument fondamental. Ça a été particulièrement visible dans la revue qu'il a créée en 1975, Actes de la recherche en sciences sociales, qui a fait beaucoup pour attirer à lui un certain nombre de jeunes chercheurs, dont moi-même, qui ai découvert sa sociologie alors que j'étais en philosophie, en lisant cette revue, et qui m'a fait une sorte de révélation, parce que je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire, justement à cause de cet appui sur l'enquête. Bon. Et donc, en insistant sur ces méthodes empiriques, il se démarque à la fois par rapport à la philosophie dont il venait, comme vous le savez tous, je pense, mais aussi à la sociologie telle qu'elle pouvait se pratiquer dans l'après-guerre, donc au moment où lui-même était étudiant, une sociologie très théorique, dont le nom de Georges Gurvitch est un petit peu l'emblème. Il n'est pas lu aujourd'hui, et je pense pour de très bonnes raisons, parce que c'est assez illisible, enfin ça tombe des mains, en tout cas pour moi. Donc une sociologie
très déconnectée de l'empirie, très conceptuelle, très abstraite. Et donc, par rapport à ça, il affirme la nécessité du rapport à l'enquête. Alors, dans ces méthodes, outre évidemment cet appui sur l'enquête, il y a une capacité tout à fait exceptionnelle, il me semble, à maîtriser à la fois les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives. Donc, dans les méthodes qualitatives, on a de l'observation. On l'a vu notamment avec son travail sur l'Algérie, hein, au tout début de sa carrière. Dans un livre posthume, Le bal des célibataires, ou je ne sais plus s'il est posthume, mais il a été publié très très tardivement à partir d'articles en fait, hein, et qui est vraiment enfin oui, le résultat d'un vrai travail d'observation. On a aussi un article très fameux à juste titre parce qu'il est remarquable qui s'intitule La Maison Kabyle, qu'il a publié en 70 et qui est une analyse absolument structurale de l'intérieur d'une maison kabyle. Donc là, bien évidemment issu de son travail ethnographique en Algérie. Et puis de la maison kabyle, il est passé à Esquisse d'une théorie de la pratique en 72, qui est devenu en 1980 Le sens pratique, qui est un livre à mon avis, très, très fondamental, très intéressant, où il se livre à une critique, disons, de l'abstraction structuraliste et de l'incapacité d'un certain structuralisme à comprendre que le monde social ne se réduit pas aux règles que l'enquête structuraliste permet de mettre au jour. Bon, enfin, je passe là-dessus, mais en tout cas, il a été d'emblée très reconnu par la qualité de son travail ethnographique. Et puis, autre méthode qualitative, non plus l'observation, mais l'entretien, qu'il a pratiqué dans une grande partie de sa carrière ou fait pratiquer par ses assistants, et dont on trouve vraiment la matérialisation la plus nette dans un livre publié en 1993, donc assez tardivement, qui s'intitule La misère du monde et qui a représenté un tournant, j'en reparlerai, dans sa sociologie. Et puis les méthodes quantitatives. Alors, dès 1966, il publie L'amour de l'art avec l'aide d'Alain Darbel, qui était un statisticien, donc qui est basé sur des enquêtes dans les musées où il fait ce qu'on appelle des tris croisés entre les pratiques de fréquentation des musées et des données sociodémographiques, origine sociale, profession, âge, sexe, etc. Enfin, les grands classiques de l'enquête statistique. Cette veine quantitative est en fait issue des méthodes d'enquête statistique qui avaient été inventées aux États-Unis avant la guerre, puis exportées en France après-guerre, mais qui étaient utilisées essentiellement dans des enquêtes sur la consommation et le vote. Bourdieu l'a étendu aux pratiques culturelles et au goût, hein, ça a été donc un des grands apports. Après l'amour de l'art, il y aura dans les années 70 un article très important intitulé Anatomie du goût, c'est en 76, et qui est la première esquisse de ce qui deviendra en 1979 la distinction, avec une nouveauté qui est l'utilisation de l'analyse factorielle, qui est une méthode de transformation de données statistiques euh, en, en figuration de proximité dans des caractéristiques. Voilà, pour dire les choses de façon un peu maladroite et un peu rapide, mais enfin voilà. Et donc, évidemment, avec ces méthodes quantitatives, il se démarque de l'ethnologie, hein, qui avait été très très importante à ses débuts, puisque l'ethnologie n'utilise pas ce type d'enquête. Donc, il a un spectre d'outils méthodologiques à la fois très large et très novateur. D'abord,
encore une fois, par l'application de certaines méthodes à des objets qui n'avaient jamais été pris en compte par ces méthodes-là, et aussi par l'utilisation de méthodes novatrices, notamment euh, les méthodes de sémiologie graphique qui avaient été inventées par Jacques Bertin, qu'il va beaucoup utiliser dans les articles de Actes de la recherche en sciences sociales. Enfin, il est tout à fait à l'affût des innovations techniques, dont bien évidemment l'informatique qui va révolutionner les méthodes statistiques ou en tout cas l'accès aux données statistiques à partir des années, je ne veux pas dire de bêtises, fin des années 70, début des années 80. Voilà, enfin, il y a eu toute une élaboration assez un peu problématique hein, des méthodes statistiques avant que l'informatique ne se déploie. Donc, il a vécu aussi ce basculement d'un monde pré-informatique à un monde informatique, y compris dans ce domaine extrêmement marqué par l'informatique qu'est la statistique. Alors, maintenant, je vais passer au concept, parce que ça n'est pas que par les méthodes qu'il innove, mais aussi par les concepts, pas forcément novateurs, mais en tout cas poussé à un point inédit. Alors, je vais commencer par celui qui me paraît le plus important, c'est la question de la stratification sociale, c'est-à-dire de la division de la société en niveaux hiérarchiques. Ça peut paraître évident, mais c'est, disons, un petit peu sa signature sociologique, puisque c'est une focalisation, un intérêt qui est omniprésent dans son œuvre. Donc, c'est la nécessité de prendre en compte de manière fine et détaillée les stratifications sociales lorsqu'on interroge les phénomènes sociaux. Ça n'a pas toujours été évident, puisque on a eu et on continue à avoir une forme de sociologie beaucoup plus essayiste, qui résonne à partir d'entités globales telles que la société ou le social, hein, et qui donne parfois d'ailleurs des résultats très intéressants. Euh, Par exemple, je pense à David Riesman aux États-Unis, je pense aujourd'hui à Gilles Lipovetsky en France, qui ne travaillent pas avec l'outil de la stratification sociale, mais qui développent des intuitions tout à fait intéressantes sur une société globale. Bon, on peut penser aussi à Zygmunt Bauman avec la société liquide. Enfin bon, on peut penser à beaucoup de sociologues, notamment la tradition de la sociologie allemande, qui est plus une philosophie du social qu'une sociologie empirique au sens français. Et donc, cette obsession pour la stratification sociale, donc c'est un peu sa signature. Ça lui permet de se démarquer donc du sens commun, hein, résonne en termes de la société, d'une certaine philosophie du social, voire d'une certaine politologie qui travaille avec la notion d'opinion publique, comme si cette entité extrêmement globalisée avait une existence réelle. Ça va donner un célèbre article dans les années 70 intitulé «L'opinion publique n'existe pas», qui était une déclaration de guerre aux politologues. Et donc, cette obsession de la stratification sociale, on la retrouve dans les héritiers, dans la reproduction, dans la distinction, dans Homo academicus, la noblesse d'État, etc. Enfin, à peu près tous ces ouvrages. Bon. Alors, un deuxième élément conceptuel ou notionnel très important dans son œuvre et qui contribue à l'originalité de sa sociologie, c'est la prise en compte de la dimension immatérielle, hein. Alors, on trouve ça dans la récurrence chez lui des termes comme symbolique, comme capital culturel. Donc, il prend pour objet de science la dimension non matérielle des réalités humaines, avec donc cette attention portée à ce qu'il appelle le symbolique. C'est ce qu'on trouve bien évidemment dans l'amour de l'art, dans le marché des biens symboliques en 1970, dans la distinction, mais aussi dans la misère du monde, qui insiste sur des problèmes posés aux acteurs qui ne sont pas réductibles à des problèmes matériels, hein, à des problèmes d'accès à des biens et à de l'argent, etc. Bon. Et en faisant cela, il se démarque
quelque chose qui était absolument fondamental dans les années 60, qui sont les années de ses débuts, c'est-à-dire le marxisme, hein. Il était tout à fait associé dans les années 60 au courant marxiste, grâce notamment à son travail sur les héritiers, mais par rapport à ce courant, il s'en démarque en insistant sur des éléments qui vont bien au-delà de la question du capital économique. Bon. Petite anecdote, quand j'ai fait la première version de mon livre Pourquoi Bourdieu, Marcel Gauchet, qui co-dirigeait la collection Le Débat dans lequel a été publié le livre, m'a dit, écoutez, c'est très bien, mais vous insistez sur sa différenciation avec le marxisme, mais nous, dans les années 60, pour nous, Bourdieu était marxiste, hein, voilà, voilà. Donc il m'a ouvert les yeux sur quelque chose que je n'avais pas moi vécu, puisque je n'ai connu la sociologie de Bourdieu qu'à partir des années 70. Donc, à la fois grande influence, bien sûr, de Marx, mais démarquage grâce à cette insistance sur la dimension culturelle ou symbolique. Troisième apport conceptuel que je trouve pour ma part fondamental, c'est son souci de la contextualisation. Et ce souci se marque dans l'emploi systématique et récurrent d'un concept que vous devez tous connaître, qui est le concept de champ, qui en fait euh, peut être défini comme l'espace de pertinence dans lequel un phénomène trouve son sens, hein. Euh, et donc, en fait, c'est une façon un petit peu plus sophistiquée de parler du contexte, hein, mais du contexte au sens où c'est le contexte pertinent. Alors, c'est pas si original que ça, au sens où le concept de configuration chez Norbert Elias, Elias en anglais nommait ça figuration, je pense qu'il vaut mieux le traduire par configuration, que Norbert Elias avait déjà mis en place dans les années 70 dans la Société des individus. Cette configuration chez Elias recouvre d'une certaine façon ce que permet de penser la notion de champ, c'est-à-dire des phénomènes d'interdépendance et de dépendance, oui, d'interdépendance, les dépendances des éléments les uns par rapport aux autres, mais on le trouve aussi chez Howard Baker dans les années 60 avec la notion de monde de l'art, hein, Art Worlds, et on le trouve aujourd'hui chez Andrew Abbott avec le terme de arène, hein. C'est toujours cette idée qu'on ne peut pas rapporter un phénomène à la société en général, mais à un contexte beaucoup plus spécifique à l'intérieur duquel ce phénomène trouve son sens. Et chez Bourdieu, ce qui fait la spécificité du concept de champ par rapport aux autres types de prise en compte des contextes, c'est que cette notion est totalement organisée autour de la question de la domination, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dominant ou dominé dans un champ. Voilà. Et c'est ça qui fait un petit peu là encore, sa signature. Alors, le terme apparaît dès 66 dans un article intitulé Champs intellectuels et projets créateurs. On le trouve formalisé, conceptualisé, développé dans les règles de l'art en 1992. On le trouve dans un article des années 70, Le couturier et sa griffe. Enfin bon, c'est vraiment très très présent dans toute son œuvre. Et donc, ça nous permet de démarquer la sociologie de cette notion très floue qu'est le social ou la sociologie, ou la société, pardon, qu'on trouve chez les sociologues amateurs ou chez les essayistes. Voilà. Et puis, quatrième et dernier rapport conceptuel, il y en a d'autres, hein, mais j'ai vraiment choisi les plus marquants, me semble-t-il, et les plus spécifiques de sa pensée. C'est la notion d'incorporation individuelle du collectif. L'idée que, il n'y a pas d'un côté l'individu et de l'autre la société, mais que chaque individu porte en lui des caractéristiques, des propriétés, des dispositions qui sont directement en phase avec des phénomènes collectifs, notamment via l'héritage de propriétés issues de la famille, de l'incorporation des règles collectives, etc. Et c'est ce qu'on trouve bien sûr dans ce terme que vous connaissez tous, habitus, hein, qui est cette conceptualisation, qui
qui définit ce concept d'incorporation individuelle du collectif, euh, terme et idée qu'on trouve aussi chez Norbert Elias. Hein. Il y a beaucoup de contiguïté entre la pensée d'Elias et la pensée de Bourdieu, mais Bourdieu était très élogieux envers Elias dans les années 70, au moment où on a traduit les trois grands livres d'Elias sur la société de cour, la civilisation des mœurs et la dynamique de l'Occident. Et puis, une quinzaine d'années plus tard, il sera beaucoup plus réservé en reprochant à Elias d'avoir oublié la domination, en gros, pour aller vite. Et c'est justement ce en quoi je trouve que Elias est bien plus intéressant que Bourdieu. Et c'est la relecture d'Elias dans les années 80 qui va me permettre de m'éloigner de la pensée de Bourdieu, mais c'est une petite parenthèse dont je parle un petit peu dans Pourquoi Bourdieu. Alors, cette question de l'habitus, elle est, me semble-t-il, il faudrait peut-être regarder de plus près, mais formalisée et explicitée pour la première fois dans la postface que Bourdieu a donnée au livre d'Erving Panofsky, la perspective, la architecture gothique et pensée scolastique en 67, donc très tôt dans sa carrière, hein, et où il montre comment les architectes de la période gothique avaient, euh, avaient intégrer dans leur façon de faire de l'architecture les structures mentales de la pensée scolastique, pour aller très vite. Hein, voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est très intéressant sur la question donc de cette incorporation de structures mentales. Il y a un autre apport de cette postface très importante qui est, à mon avis, la notion d'homologie. Et dans un petit livre à paraître dans 3 semaines intitulé La religion n'existe pas, j'ai consacré un chapitre à l'importance de ce concept d'homologie qu'il faut clairement différencier du concept d'analogie, mais je ne vais pas développer ici. Pour ceux que ça intéresse, il y a quelques mois, Étienne Anaheim et Pascal Paoli ont sorti un très intéressant bouquin sur la genèse de cette traduction par Bourdieu. C'est la seule fois où il a traduit un livre de architecture gothique et les raisons pour lesquelles Bourdieu a fait des efforts considérables pour faire traduire et publier ce livre dans la collection qu'il avait créée chez Minuit, Le Sens commun, et pour donc écrire cette postface qui est un moment fort dans son développement intellectuel, me semble-t-il. Et là encore, grâce à ça, hein, grâce à la notion d'habitus, on se démarque du topos, l'individu et la société, l'art et la société, topos contre lequel je me suis moi-même beaucoup battue en sociologie de l'art, puisque c'était un petit peu la tarte à la crème hein, à l'époque où en tout cas j'ai découvert la sociologie. Voilà ce qui me paraît être donc les grands points forts, hein, l'utilisation systématique de méthodes empiriques d'investigation et puis ces grands concepts qui, sans être tous forcément originaux, ont été développés et systématisés par Bourdieu d'une façon totalement inédite et d'une façon coordonnée, c'est-à-dire qu'ils se répondent les uns avec les autres. Hein, voilà. Euh, mais maintenant, j'en viens au point faible, parce que il y en a. Alors, on fait évidemment beaucoup de critiques à la sociologie de Bourdieu. Je vais commencer par les critiques ordinaires qui me paraissent pas très pertinentes. Beaucoup critiquent son style extraordinairement complexe, sophistiqué, avec des phrases très longues, des membres de phrases en miroir, des effets rhétoriques qui à la fois paraissent extrêmement lourds quand on n'est pas habitué et sont extrêmement simples à intégrer. En fait, on peut très facilement imiter le style de Bourdieu. On pourrait faire un pastiche sans problème. Hein. Bon, d'ailleurs, beaucoup ne s'en privent pas en imitant sans forcément le faire exprès, son style. Quand on s'y habitue, c'est pas si compliqué que ça, mais évidemment, ceux qui découvrent sa sociologie ont beaucoup de mal souvent à entrer dedans à cause de ce style. Deuxième catégorie de critiques ordinaires,
qui me paraissent pas plus pertinentes, les exceptions à la règle statistique. Hein. Souvent, on dit, ah, mais voyez, Bourdieu fustige la tendance à reproduire les inégalités sociales, notamment l'école et l'université, qui privilégient systématiquement les jeunes issus de milieux favorisés et condamnent les autres à ne pas pouvoir accéder aux ressources culturelles, académiques, etc. Mais, voyez, Bourdieu serait le contre-exemple de sa sociologie, puisque lui-même a eu un parcours remarquable, fils d'un facteur, petit-fils d'agriculteur, dans un petit village de même pas 3000 habitants. Il est un exemple magnifique de l'ascension de l'élitisme républicain, hein, de l'ascension par l'école. Bon, c'est évidemment un contresens total sur ce qu'est l'analyse sociologique, puisque on n'invalide pas une règle statistique par des exemples, hein, par des cas particuliers. Voilà, donc c'est une critique évidemment de gens qui ne comprennent pas bien ce qu'est la sociologie et qui ne comprennent pas bien la différence entre l'échelle statistique et l'échelle individuelle, parce que spontanément, les gens ont tendance à penser en fonction de l'échelle individuelle, puisque eux-mêmes sont des individus. Je passe maintenant, c'est plus intéressant, aux critiques savantes hein, de sa pensée. Alors, on a beaucoup critiqué son déterminisme, qui s'exprime parfaitement dans la reproduction. Hein. Je crois que la reproduction est de 70, il me semble, enfin début des années 70 en tout cas. Et donc cette idée que nous serions fortement, voire entièrement déterminés par nos origines sociales. C'est en gros la vulgate que l'on retient de la pensée de Bourdieu. C'est à la fois juste et pas juste. C'est juste parce que, bien évidemment, c'est un fondement de sa sociologie et c'est en relation directe avec son insistance sur la stratification sociale, mais c'est abusif dès lors qu'on en fait un absolu. Et c'est le problème des usages, disons, ordinaires ou des usages naïfs de sa sociologie qui transforment ce qui est une tendance en règle absolue. Et qui aboutit à ce que des enseignants à l'école disent à des jeunes d'origine modeste, de toute façon, toi, tu y arriveras jamais parce que quand on est d'un milieu défavorisé, on peut pas faire des études longues. Bon, ce qui est évidemment catastrophique du point de vue de la motivation et qui est faux. Bon, qui est faux parce que encore une fois, il y a toujours des exceptions à la règle. Voilà. Donc cette critique de son déterminisme, en fait, est, est un écho de la vieille, enfin pas si vieille que ça, mais querelle déterminisme et liberté, Sartre incarnant l'éloge de la liberté individuelle, Bourdieu au contraire prenant le contre-pied pour mettre en évidence le poids des structures sociales. Bon, dans les deux cas, ce sont des usages normatifs et systématisés de ces pensées, notamment en ce qui concerne Bourdieu, et la, la réalité factuelle des déterminations sociales n'empêche nullement les exceptions à la règle. Hein. Donc il faut éviter d'absolutiser ce déterminisme. Deuxième catégorie de critiques savantes, et là je vais aller dans quelque chose de plus sophistiqué, c'est une critique qui n'a pas, je crois, été beaucoup faite. Mis à part par moi-même, mais il me Hmm. semble pas l'avoir lu sous d'autres plumes. Mais en tout cas, c'est une critique que je lui fais, c'est d'être entièrement ou quasi entièrement, enfin pas complètement, mais très massivement intéressé par l'explication, mais pas par la compréhension. Alors vous connaissez la distinction qu'avait fait Dilthey au XIXe siècle entre l'approche explicative et l'approche compréhensive. L'explication consiste à mettre un phénomène en rapport avec des causalités externes, alors que la compréhension consiste à mettre en évidence les motivations internes qui font que les acteurs agissent comme ils le font. Et là, on a vraiment deux styles sociologiques très très différents
la sociologie mainstream, comme on dit, hein, la sociologie statistique, celle qu'on connaît le mieux, celle qui passe beaucoup dans la presse, c'est une sociologie explicative, hein, qui a été rendue familière notamment par les enquêtes d'opinion. Mais il y a toute une autre tendance de la sociologie beaucoup moins connue, qui est la sociologie donc compréhensive, que l'on trouve chez Max Weber, notamment avec l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, que l'on trouve chez Mozart, chez Elias, notamment avec son dernier livre Mozart, sociologie d'un génie, enfin d'autres livres de lui, mais celui-ci est particulièrement emblématique, que l'on trouve aussi chez Goffman. Voilà, on pourrait réécrire l'histoire de la sociologie en fonction de cette opposition que je durcis évidemment pour les besoins de la démonstration, mais qui est quand même assez déterminante. La distinction chez Bourdieu, c'est l'ouvrage emblématique de cette approche explicative, hein, puisqu'il va systématiquement croiser les goûts et les pratiques culturelles avec des causalités extérieures que sont la profession, l'origine sociale, l'âge, le sexe, etc. Et donc, voilà, je trouve que c'est un défaut de sa pensée parce que ça ne lui permet pas de voir certaines choses. Et j'analyse ce problème dans le deuxième chapitre de mon livre de 2022, La valeur des personnes, où j'explique que la valeur des personnes est divisée entre deux grandes catégories de qualités, les qualités personnelles et les qualités statutaires, et que les acteurs savent parfaitement se balader d'une catégorie à l'autre et dire par exemple que telle personne est absolument charmante, même si elle est d'un milieu vraiment pas du tout fréquentable. Enfin voilà, on a énormément d'exemples dans la vie quotidienne de tensions entre ces deux catégories de qualités. Or, que fait la sociologie bourdieusienne? Elle écrase les qualités personnelles sous les qualités statutaires, par exemple en expliquant que lorsqu'un enseignant note une copie, derrière la performance individuelle de l'élève, c'est-à-dire la qualité personnelle, ce qu'il note en réalité, c'est la qualité statutaire, c'est-à-dire l'origine sociale. Bon. Et cet écrasement a l'avantage de mettre en évidence une forme de détermination sociale, ce qui est tout à fait intéressant, mais elle occulte totalement l'autre dimension de l'attribution de valeur aux personnes, qui est la prise en compte des qualités personnelles. Et là où les acteurs savent très bien naviguer de l'un à l'autre, la sociologie de Bourdieu nous interdit cette navigation en ne donnant comme explication valable que les qualités statutaires. Et de ce point de vue-là, il rate quelque chose d'important dans la dimension euh, compréhensive, hein, de ce qui fait que les gens peuvent attribuer ou pas de la valeur aux autres. Euh, Troisième catégorie de critiques un peu savante, en tout cas, c'est une critique que je lui fais, je suis pas la seule pour le coup, c'est l'obsession pour la question de la domination. Alors, je ne dirais pas bien sûr qu'il n'y a pas de domination dans la vie sociale, je ne suis pas sotte à ce point-là, certains me le pensent, mais bon. Euh, alors, il y a deux choses, hein. D'une part, il y a la domination au sens descriptif et analytique que lui a donné Max Weber, qui a, comme vous le savez, consacré beaucoup d'énergie à essayer d'expliquer et de comprendre d'ailleurs les différentes formes de domination dans une perspective qui, à mon avis, est une perspective purement scientifique de description du monde et d'analyse du monde. Alors que chez Bourdieu, le mot de domination est d'emblée imprégné d'un jugement critique, hein. C'est la méchante domination qu'il faut stigmatiser, mettre en évidence pour la stigmatiser. Donc, cette conception critique de la domination me paraît être extrêmement réductrice parce que elle nous empêche de voir euh, des aspects de ce qu'il appelle la domination qui sont beaucoup plus riches et souvent ambivalents que ce que l'on entend dans le modèle bourdieusien par domination. Par exemple, le fait qu'il y a une pluralité des rapports d'inégalité,
que quand on parle de domination, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de supériorité hiérarchique? Est-ce qu'on parle d'exercice d'un pouvoir? Est-ce qu'on parle d'expertise? Est-ce qu'on parle d'influence? Est-ce qu'on parle d'autorité? Est-ce qu'on parle d'emprise? Tous ces notions sont extrêmement différentes et elles vont être subsumées sous le terme de domination qui évidemment écrase tout, quoi, hein. C'est une sociologie au bulldozer et dont on a un exemple tout à fait frappant avec un des plus mauvais livres de Bourdieu, qui est La domination masculine, qu'il publie vers la fin de sa vie. On pourra y revenir si vous voulez. Voilà, donc pour moi, cette obsession d'une domination entendue comme à la fois une clé à tout faire, un couteau suisse, et entendue sous une forme normative et critique, est une des grandes faiblesses de la sociologie de Bourdieu. Je vais y revenir, malheureusement, c'est son héritage principal. Et puis, dernière catégorie de critique savante, ce qu'on appelle la sociologie critique, c'est-à-dire le fait que sa sociologie est très normative, qu'elle est orientée vers le désir de critiquer le monde tel qu'il est, plutôt que de le décrire et de l'analyser. C'est évidemment l'opposition entre cette sociologie critique et l'exigence de neutralité qu'avait formulée Max Weber à propos de la neutralité axiologique. J'ai moi-même explicité ces limites de la sociologie critique dans mon premier livre d'épistémologie qui s'intitulait Ce que l'art fait à la sociologie en 98. Cette sociologie critique, elle était sous-jacente, voire explicite, mais en tout cas présente depuis le début, non, depuis ses premiers livres, mais elle va devenir absolument centrale dans le livre dont je vous ai déjà parlé, La misère du monde en 93, qui va être vraiment un livre d'introduction, d'entrée dans un paradigme critique, dans un paradigme académo-militant, hein, qui, là encore, malheureusement, est devenu le legs principal de sa pensée. La plupart de ces livres des années 90 s'inscrivent dans ce paradigme critique et sont, pour cette raison-là, me semble-t-il, les plus faibles de ces ouvrages. Bon. Euh, Maintenant, je vais essayer de dire quelques mots des raisons possibles. Je vais aller rapidement parce que je vois que l'heure tourne du succès, hein, et là, je m'appuie encore sur mon livre Pourquoi Bourdieu. Alors, première raison, bien sûr, la richesse des apports, hein, et je n'y reviens pas. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure à propos des méthodes et des concepts, et c'est le chapitre 2 de Pourquoi Bourdieu qui s'intitule L'ordre du scientifique. Mais il y a aussi, et c'est plus atypique, ce dont je parle dans le premier chapitre que j'ai intitulé L'ordre du religieux, c'est les capacités charismatiques et prophétiques de Bourdieu. C'est-à-dire que, en tant que personne, il avait un charisme évident. Il était beau, il était sympathique, il était chaleureux, il avait une capacité d'élocution formidable. Enfin, assister à ses séminaires, c'était un bonheur. Et, euh, et à ce charisme s'ajoutait une dimension prophétique, puisque son discours à l'époque consistait à dire que nous étions les prophètes, hein, non pas d'une religion, mais d'une science à venir, que nous étions des marginaux, mais parce que justement nous détenions la vérité. Enfin, toute la rhétorique prophétique était dans sa façon de parler de la sociologie telle qu'il la concevait. Et donc, je pense que ça a beaucoup fait pour enrôler de jeunes sociologues, des chercheurs. Il avait toute une équipe autour de lui qui travaillait d'arrache-pied, hein, pour lui et dans un grand bonheur, hein, voilà, il avait une extraordinaire capacité d'enrôlement, hein, des énergies. Ce par quoi le sociologue Randall Collins définit le charisme. Troisième raison du succès, c'est que euh, sa sociologie a pu s'étendre à un très large éventail de thématiques, hein. C'était pas un sociologue du travail, c'était pas un sociologue de l'art, c'était pas un sociologue du sport, etc. C'était un sociologue de tout ça. Pourquoi? Parce que la polyvalence de ces concepts lui permettait d'appliquer ces concepts à toutes sortes
d'objets, l'art, la culture, la science, le goût, etc. Et champ, habitus, classe, fraction de classe, stratification sociale, capital culturel, capital symbolique, tout ça, on peut l'appliquer dans toutes sortes de domaines. C'est un peu l'effet couteau suisse, hein, ce qui lui a permis d'élargir sa sociologie à d'autres disciplines. Et on a vu apparaître des bourdieusiens fanatiques, convaincus en tout cas, chez des spécialistes de littérature, chez des historiens, chez des économistes, chez des spécialistes de sciences politiques, des anthropologues, etc. Il a fait école dans d'autres disciplines grâce à cette polyvalence conceptuelle et ça, évidemment, ça a beaucoup fait pour étendre euh, son, son succès. C'est ce que j'explique dans le quatrième chapitre de Pourquoi Bourdieu, l'ordre du culturel. Il y a aussi un cinquième chapitre que j'ai intitulé L'ordre du philosophique et qui est encore une nouvelle raison qui est sa façon d'utiliser l'arme de la critique et du désenchantement, de la désidéalisation, de la sidération qui fait que lorsque vous dites, voyez, si vous pensez ce que vous pensez, si vous aimez ce que vous aimez, ben, c'est tout simplement parce que vous êtes issu de tel milieu social. Ça a un effet de déssillement sur des gens qui n'ont pas l'habitude et donc de sidération hein, par la désidéalisation. Et là aussi, je pense que ça a beaucoup contribué à, à le rendre passionnant pour certains et en tout cas à construire de l'attachement à sa pensée. Il y a encore une autre raison, c'est son art du double discours, hein, dont je parle aussi beaucoup dans mon livre. Il avait une grande capacité à taper sur tout le monde, mais pas au même moment. C'est-à-dire que à un moment, il va vous dire que euh, ce qu'il faut, c'est que c'est l'interactionnisme, c'est formidable et que les structuralistes n'ont rien compris à l'interactionnisme. Et puis, le moment d'après, il vous dira que le structuralisme est formidable et que les interactionnistes n'ont rien compris au structuralisme. Donc, au lieu de prendre ce qu'il y a à apprendre dans toutes ces écoles, il les disqualifie systématiquement, mais de façon à avoir toujours raison d'une certaine façon, puisque c'est typique du double discours. Hein. Et puis, dernière raison, catégorie de raisons en tout cas, c'est cette politisation de la science hein, qui a, à mon avis, fait l'essentiel de son succès actuel, et je vais y venir. Ce que j'ai appelé le doublé générationnel, c'est-à-dire que, et j'en traite dans le chapitre 3 de Pourquoi Bourdieu, que j'ai intitulé L'ordre du politique. Dans les années 70, il a attiré à sa pensée tous les 68 arts, hein, parce que c'était à la fois une pensée matérialiste et une pensée qui renouvelait le matérialisme par l'extension à une dimension symbolique, culturelle, etc. Bon. Et puis, dans les années 90, il va à nouveau séduire toute une génération avec d'autres types de préoccupations ou d'arguments qui vont être systématisés dans la misère du monde, l'idée de la misère de position et de l'injustice faite à ceux qui sont victimes de la reproduction. Et donc, il va séduire dans les années 90 toute cette nouvelle génération de militants qui va donner notamment le mouvement Attaque et qui va donner qui va nourrir ses disciples venus après lui et que je vais nommer, c'est bien moi qui ai inventé le terme, François, académo-militants, hein, donc ces universitaires qui prétendent faire de la science et qui font en fait de l'intervention politique. J'ai une théorie que je crois je suggère dans Pourquoi Bourdieu, qui est que Bourdieu a eu le même problème que Sartre du point de vue de la politique. Sartre a évidemment raté la marche de la résistance pendant l'occupation. Il a même fait pire que ça, on ne va pas y revenir ici. Et je pense qu'il a essayé de compenser et de s'en dédouaner en radicalisant son intervention politique. Et ça a donné, au début des années 70, Sartre juché sur un tonneau hein, pendant les grèves. Eh bien, une génération plus tard, Bourdieu va faire la même chose
parce que il avait raté la marche non plus de la résistance, mais de l'engagement aux côtés de la résistance algérienne, hein, aux côtés des mouvements de libération de l'Algérie. Je ne veux pas y revenir, mais on sait il n'était pas du tout en Algérie pour aider le FLN. Et je pense qu'il va ensuite essayer de se dédouaner de ce ratage en, en s'investissant au milieu des années 90 dans les grandes grèves de 95, où on l'a vu juché non plus sur un tonneau, mais sur une locomotive. Hein. Voilà, on a à peu près la même image 20 ans plus tard, pour d'autres raisons, mais structurellement les mêmes raisons. Voilà cette raison qu'est la politisation de la science. Je termine très rapidement avec l'influence de Bourdieu. L'autre jour, quelqu'un me disait comment se fait-il que la sociologie française, qui était florissante il y a 50 ans, est devenue un champ de ruines? C'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai que, me semble-t-il, l'influence de Bourdieu n'a pas que des éléments positifs. Il y a un certain nombre de dérapages notionnels que nous avons hérités de Bourdieu et que j'évoque dans Le bêtisier du sociologue, la fameuse formule «tout se passe comme si», qui fait l'hypothèse d'une intentionnalité cachée, qui est une hypothèse quasi complotiste. Je ne vais pas développer ici parce que j'ai pas le temps, mais voilà, je vous y renvoie. Il n'y a de sens que du caché. Bourdieu adorait dire ça en se référant à Bachelard, mais sans jamais dire si c'était le volontairement dissimulé, l'inconscient, l'implicite, le structurel. Donc là encore, c'est un flou qui incite un peu au complétisme. Une petite tendance à l'anthropomorphisme conceptuel que l'on trouve chez certains de ses héritiers avec des formules telles que la société pense que, le patriarcat nous oblige, etc., comme si des entités abstraites étaient des personnes dotées d'intentionnalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve non pas chez lui, mais chez ses héritiers. L'explication par les conséquences, je développe pas, mais on le trouve aussi beaucoup chez ses héritiers. L'abus de symbolique, hein, je ne parle pas seulement de l'abus de domination, mais aussi l'abus de symbolique qu'on met à toutes les sauces sans trop savoir comment le définir. Et puis cette tendance à considérer que inné c'est forcément méchant et acquis c'est forcément gentil. J'appelle ça inné le méchant, acquis le gentil dans Le bêtisier du sociologue. Ça fait aussi partie des bêtises qu'on trouve beaucoup sous la plume de ses héritiers. Et je termine avec, dans les influences néfastes, ce fameux académo-militantisme dont j'ai parlé dans Ce que le militantisme fait à la recherche, avec l'intersectionnalité qui ignore totalement les effets de structure et d'inégalité sociale et croit que on est discriminé uniquement parce qu'on a la mauvaise couleur de peau ou le mauvais sexe, sans voir que il y a une stratification sociale derrière qui est beaucoup plus explicative des inégalités que ne le sont les effets de racisme ou de sexisme. Et là, Bourdieu doit se retourner dans sa tombe parce que la stratification sociale, il connaissait. Il y a cette fameuse formule qu'il a prononcée dans un film qui lui était consacré, la sociologie comme sport de combat. Alors moi, je dis toujours, ben, c'est un sport en chambre de combat de coq. Hein. C'est vraiment l'idée que la sociologie doit absolument avoir une vertu d'engagement politique. Et moi, je pense que la recherche doit pouvoir être utilisée par les acteurs quand ils veulent s'engager, mais surtout pas orienter. L'engagement ne doit pas orienter les productions de la recherche. Toutes les bêtises sur la neutralité qui se bousculent sous la plume des bourdieusiens aujourd'hui, parce qu'évidemment la neutralité axiologique est une épine dans leur pied de sociologie critique et d'académo-militantisme. Je vous renvoie à l'ouvrage collectif publié l'an dernier au PUF par Jean Samovitz et Pierre-André Taguieff, les humanités attaquées, dans lequel je consacre tout un chapitre à démonter point par point les arguments qui essayent de disqualifier la possibilité et la nécessité d'une neutralité axiologique. On se retrouve face à des matamores de campus hein, qui font de grands discours, mais des discours qui ne portent pas très loin parce qu'ils sont limités aux frontières du campus et donc ne sont pas très utiles concrètement.
Et je termine avec la fameuse formule, je pense comme nous, c'est comme ça que je termine le bêtisier du sociologue. On a le sentiment aujourd'hui que les bourdieusiens sont absolument obsédés par l'idée de surtout ne pas se retrouver tout seul et surtout penser comme nous, hein, penser comme nous tous de façon à surtout ne pas se retrouver isolés. C'est, me semble-t-il, un des grands échecs hein, de la pensée de Bourdieu. Voilà, je vais m'arrêter là.